Eh bien, nous revoilà. Je vous propose de commencer ce nouveau webinaire, ce Green to Market, donc sur le marketing durable. Je suis très heureux de vous accueillir. Je tiens à m'excuser, on avait dû, déplacer ce webinaire pour des problèmes, techniques et je suis très heureux de vous accueillir, ce jour, sur ce, point. On va rentrer un petit peu sur un certain nombre de détails puisque l'objet de ce webinaire, c'est de discuter un peu des études en marketing en lien avec l'éco-conception, comment ça peut s'organiser. Donc je me présente, je suis Samuel Maillard, je suis le directeur du pôle éco-conception et je vais vous accompagner tout le long de ce webinaire. Alors, ce webinaire est enregistré, on vous enverra et vous recevrez le lien, on va dire YouTube, qui vous permettra de revoir le webinaire. On a un certain nombre d'intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a un petit chat qui est dédié aux questions. Je vois que certains ont déjà pris le pli pour pouvoir y assister. Donc, on essaiera de répondre au fur et à mesure aux questions. Et de toute façon, on va garder un temps à la fin de ce webinaire pour échanger avec vous. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas venu tout seul. Donc, je suis très heureux d'accueillir une consoeur, on va dire, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Marie-France Vernier, donc enseignante-chercheur à l'ESDES à Lyon, avec qui on a mené un certain nombre d'études sur la rentabilité et les bénéfices de l'éco-conception. Bonjour Marie-France. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon, tu seras notre experte aujourd'hui. On va revenir vite vers toi sur cet aspect étude, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est sur cette expertise-là qu'on a travaillé ensemble. Peut-être juste un mot avant sur les SDS et l'environnement. Enfin, comment ça se passe dans l'école? Oui, donc je suis enseignante-chercheur dans une école de commerce qui s'appelle l'ESDES, qui est une école de commerce qui dépend de l'Université catholique à Lyon. Et donc c'est une école qui met en valeur les valeurs liées à la RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, et notamment on est tout un groupe de recherche sur les innovations environnementales et l'économie circulaire. Voilà. Mmh. Et je crois savoir qu'il y a un master qui va se lancer ou il y a une formation supérieure Oui, sur il y a un le master of oui, il y a un master of science là qui vient d'ouvrir. Donc c'est un master, donc c'est une spécialisation en cinquième, sixième année sur l'économie circulaire qui va démarrer en novembre. Voilà. Donc on se d'accord, place donc sur le champ de l'économie circulaire. OK, donc le recrutement est déjà fait et voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va se Oui, déployer. voilà. Donc si ça intéresse des personnes, vous pouvez me contacter ou parce qu'on a le Master of Science économie circulaire. On a aussi des formations qui sont des formations continues, des executive training, voilà, qui Mmh. permettent aussi d'avancer sur l'économie circulaire, les enjeux sociaux, la RSE en général. Très bien, merci pour tous ces éléments et comme je vous disais, bah, je suis pas venu seul, je suis avec Marie-France Roulin que vous connaissez déjà puisque, directrice, en marketing externalisé chez Marketing et compagnie et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, je la présente plus. Donc Florence, bienvenue, c'est toi d'ailleurs c'est à toi que va incomber, la présentation peut-être introductive sur, Green to Market. Bonjour, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour parler d'études de marché et d'environnement, hein, puisque c'est l'objectif du petit partage qu'on va faire. Donc effectivement, dans la partie marketing, on travaille de plus en plus dans cette axe environnemental qui devient centrale pour transformer les offres des entreprises et réduire leur impact environnemental. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire là tous les trois, c'est vous donner quelques clés pour bien comprendre aussi les attentes de vos clients, de façon à pouvoir adapter l'offre au mieux. Voilà. Et d'ailleurs, donc juste pour commencer, Florence, peut-être réexpliquer la méthodologie Green to Market, marketing responsable, et après on fera un approfondissement sur la partie études. Alors avec plaisir. Donc en fait, avec Samuel, on a vraiment constaté que c'était important d'associer le marketing responsable et l'éco-conception de façon en fait à éco-concevoir des offres qui répondent à des attentes. On est vraiment aujourd'hui dans cette situation-là. On connaît les limites des ressources de la planète. On sait, on va voir à travers ce qu'on va dire là aujourd'hui, on sait que les attentes environnementales sont de plus en plus prépondérantes, quels que soient les univers d'activité. Et on a toujours besoin, bien sûr, de pérenniser les activités des entreprises
de façon à voilà, consolider tout ça pour un avenir profitable et durable pour tout. Donc, c'est vraiment dans cet esprit qu'on a associé nos compétences. Et l'idée, c'est vraiment de travailler intelligemment sur les offres. Il y a des choses qui peuvent être mises en place parfois simplement à court terme et puis des fois avec un peu plus d'ambition à moyen ou long terme. Et notre approche, c'est vraiment une approche par étapes justement pour pouvoir mettre en place le marketing vert et l'éco-conception dans les entreprises, quelles que soient leurs activités. Du coup, Si en je fait, peux on a créé… Oui, pardon, Samuel. Ouais, non, si je peux témoigner juste sur ce point-là, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, nous, c'était souvent retrouvé pour l'éco-conception entre les services de développement de produits et les services marketing, toujours avec les uns disant aux autres qu'ils n'étaient pas orientés client, business, et les seconds du bureau d'études ne voulant pas forcément donner d'éléments sur l'environnement de peur à devoir traiter des problématiques de greenwashing, de positionnement, etc. C'est là où nous, on a eu besoin à un moment donné au pôle éco-conception de dire bah, il faut mieux structurer ça et puis mettre, comme on dirait, de l'huile dans les rouages pour que tout ça, ça puisse s'aligner et que l'ensemble des fonctions qui participent au développement de produits, marketing compris, puisque ça arrive très tôt dans le développement, bah, puissent intégrer l'environnement de manière alignée avec les fonctions qui vont être aval. Exactement. Et donc, on en est venu à concevoir une méthode qu'on souhaite être pragmatique, hein, vraiment très opérationnelle, qui se déroule en 4 étapes et qui finalement vient s'adapter aux différents contextes des entreprises. On ne va pas y passer 2 heures, je vais aller très vite sur ces slides. Mais l'idée, c'est dans un premier temps de bien définir les enjeux environnementaux de l'entreprise. Donc, la première étape est une étape de diagnostic à la fois sur les aspects marketing et sur les aspects environnementaux. La deuxième étape consiste à réfléchir à la stratégie de l'offre, donc la stratégie marketing, adaptée également bien sûr à la stratégie d'entreprise. Hein. On ne travaille pas dans des axes tels que l'environnement sans avoir la validation de la direction générale et le support de la direction générale. On peut peut-être, Samuel, passer à la slide suivante. Donc, cette deuxième étape, elle permet vraiment de définir une stratégie marketing responsable qui intègre l'environnement et qui va permettre de transformer l'offre. Et c'est ce qui est, je pense, très fort dans l'approche d'éco-conception, c'est que ça ouvre un champ d'innovation pour l'entreprise qui est extrêmement intéressant. Voilà, le dernier point, eh bien, tout ça, ça se met en œuvre. Donc, nous, on accompagne aussi les équipes dans la mise en œuvre des projets. Donc, très concrètement, le projet qui a été défini, ben, comment on le met en place à travers une équipe pluridisciplinaire, donc en mode projet. Et on va jusqu'au lancement, bien sûr, puisque l'idée, c'est aussi de récupérer un maximum d'informations une fois que le projet est sur le marché. Et du coup, c'est la dernière étape que vous allez voir apparaître un petit peu sur ce schéma global, le petit 4 que vous voyez là en transverse, qui est en fait une étape de retour sur expérience, qui permet justement de récupérer toutes les infos terrain qu'on peut avoir suite au lancement du premier projet, de façon à réinjecter tout ça par la suite et de faire finalement un peu d'amélioration continue sur la démarche. Voilà. En tout cas, pour ceux qui seraient intéressés, on vous enverra le lien du précédent webinaire où on expliquait l'ensemble de la démarche et vous le verrez, on a aussi un document, un livre que Florence a bien voulu, sur lequel Florence a bien voulu travailler, où on décrit l'ensemble de la démarche pour qu'elle soit reprise et utilisée par tout le monde. Hein. C'est quand même quelque chose d'important. On vous enverra tous les liens sur ces éléments-là. Alors, peut-être à ce moment-là, peut-être faire un point où on en est aussi sur, parce qu'on parle de marketing, c'est sur les éléments, on va dire, je sais pas comment dire, marketing les insights, où est-ce qu'on en est un petit peu sur les demandes? Exactement. Donc moi, je vous propose peut-être un petit panorama à travers 3 études qui sont parues récemment pour justement capter quelques informations sur tout ce qui est consommation responsable. Donc on va commencer avec une première étude qui a été faite par Greenflex donc en novembre 2021, qui est une étude en ligne. Donc en fait, on est effectivement dans des tendances de fond très orientées sur le consommer mieux avec moins. Mais on se rend compte qu'il y a encore un peu de résistance sur certains aspects, notamment
par exemple sur les périodes de promotion, donc qui restent encore des périodes de vente très, très importantes, qui sont attendues par les consommateurs. Donc là, vous voyez les résultats de cette étude donc sur différents items. En période promotionnelle, les marques font tout pour nous faire acheter des produits, même peut-être des produits dont on n'a pas besoin. Donc 77% des répondants ont validé cet item. J'attends les promotions pour renouveler ou acquérir un appareil dont j'ai besoin. Donc 72% des personnes interrogées attendent les promotions pour pouvoir acheter leurs produits. Et 66% en profitent pour se faire plaisir. Donc, vous voyez que ça reste encore des périodes d'activité, donc de pointes, de pics de vente importants dans l'année. Si on passe à l'information suivante, donc une question était posée aussi sur l'achat d'un produit responsable. Alors, je souligne là le début de la question. La question pose bien le contexte. On parle d'un prix égal, c'est-à-dire entre un produit, deux produits équivalents au même prix. Je choisis à 79%, bien sûr, plutôt un produit responsable, ce qui montre qu'il y a une vraie sensibilisation des consommateurs aujourd'hui. Donc, à prix égal, le produit responsable est choisi prioritairement et largement par les consommateurs. Donc, cette étude portait en fait sur 4 domaines d'activité, dont celui des appareils électroniques et des biens d'équipement, où là, si on fait un petit focus, on se rend compte qu'en fait, pour 7 Français sur 10, l'innovation n'est pas forcément compatible avec le respect de l'environnement. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence entre innover, utiliser des nouvelles technologies et protéger l'environnement. Le consommateur se rend compte que il y a peut-être des choix à faire et il y a première prise de conscience là-dessus. 68% aussi des personnes interrogées aimeraient savoir dans quelles conditions sont fabriqués les produits. Donc là, il y a aussi bien sûr des enjeux sociaux très importants. Un besoin bien sûr de transparence que les marques doivent absolument apporter, quels que soient les univers. Donc il y a une attente là-dessus très claire. Et puis, troisième information à travers cette étude, sur les appareils électroniques, les biens d'équipement, un tiers des Français a déjà franchi le pas du matériel d'occasion ou du matériel reconditionné. Donc ça, c'est une tendance qu'on retrouve aussi dans d'autres marchés. Tout ce qui est réutilisation, location prend de plus en plus de place sur les marchés. Alors, dans les informations aussi et les attentes, on voit que tout ce qui concerne le rallongement de la durée de vie est vraiment essentiel, puisqu'en fait, les gens ne veulent pas être obligés de changer de matériel trop souvent. Donc là, on peut peut-être penser à l'obsolescence programmée, voilà, par exemple. 79% donc, repoussent ces technologies du fait qu'on doit finalement s'adapter sans arrêt à la suivante. Donc, on sent que là, il y a quand même une prise de conscience importante. 92% des personnes veulent des appareils qui durent plus longtemps. Donc, ça, c'est énorme. C'est quasiment la totalité des personnes interrogées. Et dans l'usage, 87% aimeraient qu'on les aide à les faire durer plus longtemps. Donc, comment je peux le réparer? Peut-être moi-même, ou en l'emmenant quelque part. Voilà, comment je l'utilise pour le faire durer plus longtemps. Tous les conseils et tout ce qui peut amener à faire durer à prolonger la durée de vie du matériel, tout ça, c'est extrêmement attendu. Alors, sur ce point-là, on peut aussi ajouter que non seulement il y a une exigence, une demande du marché, mais on voit une évolution de la réglementation puisque la mise à jour des différents règlements et directives européennes sur l'éco-design, donc l'éco-conception, avec la prochaine directive, le prochain règlement, excusez-moi, sur l'éco-conception, qui devrait arriver courant d'année prochaine, au moins dans les premières descriptions, on est sur l'allongement de la durée de vie. Et donc, on a tout un tas de critères sur la durabilité, sur la réparabilité, etc., qui vont devoir être pris en compte. Donc, on sent qu'il y a des choses qui s'alignent à la fois sur le marché et à la fois sur la partie réglementaire. Donc, un autre marché donc, qui était étudié à travers cette étude, en fait, il y a deux marchés sur cette slide, celui des cosmétiques et de l'hygiène et de l'entretien.
où là aussi, on retrouve des attentes pour plus de transparence, avec sur la partie gauche de la slide, sur les marchés cosmétiques, des attentes sur des produits qui respectent la santé, donc qui soient bons pour la santé et pour l'environnement. Donc, l'aspect santé est aussi très important, hein, on le retrouve, nous, dans pas mal de secteurs. Et sur l'entretien, des gens qui demandent à comprendre la composition des produits. Voilà, avoir des informations qui soient accessibles, compréhensibles et surtout transparentes, donc pour bien comprendre comment sont composés ces produits. Et globalement, un élément transverse, que ce soit sur les cosmétiques ou sur l'entretien, eh bien, en fait, c'est connaître l'impact des produits sur l'environnement. Donc ça, c'est une attente aussi très forte, puisqu'on la retrouve à plus de 70% des répondants sur chacun des marchés. Donc, vous voyez, une conscience très claire de l'impact des produits sur l'environnement et une attente des consommateurs auprès des marques pour avoir de l'information, de la transparence sur ces éléments-là. Alors, un dernier élément sur cette étude montre que, en fait, les marques ont tendance à hyper segmenter leur offre et le consommateur se retrouve en fait à une perception négative de la multiplicité du nombre de produits. Au bout d'un moment, ce large choix fait qu'il est un peu perdu et en fait, c'est contre-productif puisque vous voyez là les résultats, 77% des personnes sur les produits cosmétiques trouvent qu'il y a trop de produits différents et de nouveautés, et 84% sur les produits d'hygiène. Donc voilà, c'est un peu l'idée de trop de produits tue le produit. Il faut aussi un peu clarifier l'offre et faire en sorte qu'un produit peut aussi avoir différents usages. En tout cas, c'est ce que dit l'utilisateur. Dernier marché qui a été regardé à travers cette étude, c'est l'alimentation. Donc là aussi, on a des tendances de fond très importantes, hein, des transformations qui sont lourdes de conséquences. On retrouve en fait une recherche de pratiques plus durables, comme la réduction du gaspillage, par exemple, qui se fait à la maison. Donc on essaye de moins jeter, de réutiliser des restes, etc. Une tendance aussi très forte sur tout ce qui est réduction de la consommation de viande, hein, puisque 3 Français sur 10 se déclarent flexitariens, c'est-à-dire qu'ils ont volontairement réduit, ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté, mais ils ont réduit leur consommation de viande et de poisson. Et puis, globalement, on a 22% des personnes interrogées qui disent avoir vraiment changé leur régime alimentaire, soit pour des raisons d'environnement, soit pour des raisons de bien-être animal, ou le cumul des deux en fonction des personnes interrogées. Donc, vous voyez des transformations en fait qui concernent vraiment tous les secteurs et qu'on retrouve aussi, nous, dans les accompagnements qu'on peut mener avec Samuel dans d'autres domaines et qui sont fondamentalement ancrés et qui se développent puisqu'on voit au fur et à mesure des années aussi ces évolutions. Donc, du coup, on est vraiment, peut-être juste rester 2 secondes, voilà, sur cette slide, on est vraiment sur le rôle du marketing dans cette offre avec des leviers qui sont bien comprendre les attentes des consommateurs, ça clairement, et transformer le mix produit en fonction de ça. Quand je dis consommateur, ça peut être aussi client, hein, parce qu'en B2B, vos clients ont aussi des contraintes environnementales et des attentes environnementales, donc ça concerne aussi les clients. Le deuxième levier, c'est vraiment de se dire comment je repense mon offre en respectant l'environnement et peut-être en transformant aussi mon business model, comment je peux passer peut-être d'une offre de vente à une offre de location, comment je peux faire durer plus longtemps. Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser sur les transformations de la façon de vendre. Et puis, le rôle des marques et des entreprises, c'est aussi de communiquer de façon transparente sur ce qu'elles proposent et puis d'aider peut-être aussi à utiliser correctement les produits et les services de façon plus responsable. On a vu que ça faisait partie aussi des attentes.
voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette première étude. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on les prendra. Samuel, si tu vois des questions, on peut les prendre soit maintenant, soit à la fin. Voilà, je te laisse modérer. Super. Donc, je vous propose du coup de passer à l'étude suivante, donc, qui a été faite par l'Observatoire de la consommation responsable en janvier 2021. Donc, c'est encore une étude en ligne auprès de 3851 personnes, donc c'est extrêmement précis. Et à travers cette étude, on va revenir donc sur les fondamentaux. Donc, vous dire que les Français sont préoccupés par les questions environnementales. La question qu'on leur a posée concernant l'écologie et les questions environnementales, quelle est la proposition qui correspond le mieux à ce que vous pensez? Et à 61%, ils ont répondu que la situation pour eux est très préoccupante et appellent un changement radical dans l'organisation de l'économie de la société, revenant à produire et à consommer moins, mais mieux. Donc, on retrouve cette tendance de réfléchir un petit peu à sa consommation, et c'est un axe qui est en progression par rapport à l'étude précédente, donc, qui a été faite dans les mêmes conditions. Donc, on voit que c'est une préoccupation qui gagne du terrain. Du coup, en fait, ce qui est intéressant aussi de voir là, c'est que les personnes interrogées sont assez confiantes, même très confiantes, dans leur capacité individuelle à contribuer de façon positive au changement. Ça veut dire qu'en fait, les personnes interrogées se sentent, se disent que de façon individuelle, elles peuvent contribuer au changement. Et en marketing, on est tous évidemment assez convaincus de ça, puisqu'en fait, les consommateurs ou les clients sont aussi ceux qui emmènent les entreprises ou forcent les entreprises à changer leur proposition de valeur. Donc là, en fait, vous avez 3 axes dans les petits ronds. Retenez peut-être juste les moyennes que vous voyez au milieu de ces petits ronds. Donc, ce sont des notes sur 10. Hein. Donc, tout ce qui concerne le tri, le recyclage, obtient une moyenne de 8,5. L'achat de biens de consommation responsable, une moyenne de 8,1. Et éviter le gaspillage, une moyenne de 8,7. Donc voilà, sur ces 3 critères, les individus se sentent complètement prêts, largement prêts à agir de façon individuelle. Du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe en termes de consommation. Donc là, on leur a posé la question, on leur a demandé de donner toujours cette note entre 0 et 10 pour leur demander s'ils avaient intégré l'impact environnemental dans leur mode de consommation. Et là, vous voyez, on obtient une moyenne de 6,7, donc ce qui montre que presque les 2 tiers des répondants l'ont intégré. Et vous voyez, en fonction des critères d'âge, donc sur la droite de la slide, en fait, systématiquement, quelles que soient les catégories d'âge, on retrouve plus d'un Français sur 2 qui intègre les contraintes environnementales, ou qui dit les intégrer, dans sa consommation, avec une part plus importante, un peu plus importante chez les seniors. Donc, globalement, voilà. Alors, entre le dire et le faire, peut-être qu'on verra qu'il y a parfois des écarts, mais en tout cas, dans ce que relève l'étude, il y a déjà des choses qui sont en marche, et notamment, on va le voir dans quelques secteurs. L'alimentation, par exemple. Donc là, on pose la question par rapport à 2 ou 3 ans. Est-ce que globalement, vous avez augmenté, supprimé ou réduit votre consommation? Et donc là, Samuel, si tu animes un petit peu la slide, on va retrouver dans les petits ronds rouges la baisse de la consommation de la viande, de la charcuterie, très fortement, puisque c'est les 2 postes qui diminuent le plus, et l'augmentation de la consommation de légumes frais, de fruits frais, et la baisse de la consommation de fruits exotiques. Donc vous voyez en fait cette prise de conscience de l'impact de la viande, du transport des fruits exotiques. Tout ça, en fait, ça se traduit par un équilibrage différent des modes de consommation, et notamment dans l'alimentation. Un autre secteur qui concerne les vêtements et chaussures, où là, on retrouve des informations sur l'occasion, le marché de l'occasion,
puisque, comme vous le voyez là aussi, on a des petits ronds. Samuel, si tu peux appuyer sur le petit bouton, des petits cercles rouges qui vont nous montrer, il n'y en a peut-être pas. Eh ben non, c'est pas grave. Alors, on va les imaginer. Comme vous le voyez là sur la slide, le neuf, donc les vêtements neufs, moins 44, les chaussures neuves, moins 40, et les vêtements d'occasion, plus 4. Donc là, il y a aussi un transfert vers les marchés d'occasion. Et on le constate aussi dans d'autres univers. Vous avez sans doute aussi voilà, vu ce qui se passe sur les marchés du sport, par exemple. Il y a énormément de choses qui sont en cours. Autre domaine, le transport. Donc là, toujours la même question hein, par rapport à 2 ou 3 ans, globalement. Quels sont les modes de transport que vous avez réduits ou supprimés ou augmentés? Et on retrouve ici une hausse très importante sur la marche à pied et le vélo, hein, qui sont vraiment les deux postes qui progressent fortement. Et globalement, un recul, tout en bas du tableau, vous avez l'avion, mais vous avez aussi la voiture. Donc un recul des modes de transport finalement plus impactant d'un point de vue environnemental. Voilà, et il doit nous rester une dernière slide, je pense, sur cette étude. Non, on a terminé. Donc vous voyez, sur l'alimentation, les transports, les vêtements, on retrouve vraiment des tendances de prise en compte de l'environnement qui viennent complètement transformer en fait les propositions de valeur, les offres que les entreprises doivent mettre en place. Et ça demande effectivement beaucoup d'anticipation. Donc, on verra aussi tout à l'heure avec Marie-France comment on anticipe tout ça à travers les études de marché. Un dernier petit focus, donc à travers ce baromètre des pratiques de voyage des jeunes, je trouvais ça intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passait chez les jeunes sur ces aspects de voyage. Donc, il y a très peu de slides, je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça, mais le coût reste quand même toujours le critère numéro 1 dans cette population hein, pour voyager. 69% des personnes interrogées. Donc là, c'était 18-34 ans pour vous donner un peu une idée de la tranche d'âge. Slide suivante. On a finalement, j'étais assez surprise de cette slide, les déplacements en avion sont identifiés par un jeune sur 4, par même moins d'un jeune sur 4, comme un poste de consommation polluant. Donc, vous voyez là aussi qu'il y a aussi toujours un gros travail de sensibilisation et d'information à faire, hein, puisque voilà, il y a besoin aussi de continuer à informer des solutions alternatives et des niveaux d'impact environnemental. Et malgré ça, parmi ces jeunes, 30% d'entre eux ont au moins une personne dans leur entourage qui a décidé d'arrêter ou de réduire fortement son usage de l'avion. Donc en fait, tout ça, ça avance en parallèle. Les gens sont plus sensibilisés, certains transforment directement leur mode de consommation et on voit quand même que voilà, les choses évoluent quand même si c'est lentement, c'est durablement et en tout cas sont des tendances qui vont se confirmer dans les années prochaines. Voilà, donc ces jeunes, globalement, ils sont pour une petite majorité disposés à limiter leur recours à l'avion. Mais globalement, ils pensent que c'est quand même tout à fait nécessaire de limiter les vols de loisirs. Voilà. Donc globalement, ils sont prêts à faire un vol par an pour réduire l'impact de l'avion. Mais par contre, ils ont un sentiment un peu différent sur leur consommation. C'est-à-dire qu'ils agissent de façon responsable dans leur consommation, donc du coup, ils se sentent un peu moins coupables de prendre l'avion. Donc voilà, là aussi, il y a de l'information à donner. Là, on parle des jeunes, mais je pense que si on faisait l'étude sur l'ensemble de la population, on aurait des résultats encore différents. Voilà, donc on a fait un tour d'horizon un petit peu de cette partie-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est avec Marie-France de voir tout simplement
comment on travaille ces études de marché. Marie-France, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite de Florence. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en école de commerce à l'ESDES, école qui appartient à l'Université catholique de Lyon, en fait. Donc, dans le cadre de mon poste, en fait, je fais des cours et je fais des recherches sur les questions liées aux innovations environnementales, la responsabilité sociale des entreprises et les enjeux liés à la soutenabilité. Donc ici, ce que je vais faire avec vous, c'est partager un peu l'expérience que j'ai lorsque je suis amenée à réaliser des études sur les questions environnementales, notamment auprès des entreprises, et notamment sur des recherches pour lesquelles j'ai collaboré avec Samuel. Alors Samuel, si tu veux passer à la première slide, s'il te plaît. Donc, petite introduction sur un rappel sur les études environnementales. Bah, souvent, la question qu'on se pose, c'est la cible, puisqu'en fait, on se demande à qui on s'adresse et on a du mal parfois à identifier la bonne personne à interroger sur la question des critères environnementaux. Par exemple, dans le cas d'une entreprise, on peut se demander, mais à qui je dois m'adresser pour savoir qui est-ce qui décide de l'intégration des critères environnementaux sur différents aspects de l'entreprise. Alors moi, je vais vous partager une expérience que j'ai eue puisque j'ai mené une étude sur les stratégies de prévention des déchets des entreprises en partenariat avec l'ADEME. Et donc, pour cette étude auprès des entreprises, nous, on voulait interroger des entreprises qui font de la gestion des déchets, mais ça, c'est une réglementation, c'est obligatoire, il faut trier, recycler les déchets, etc. Mais aussi, on voulait identifier des entreprises qui allaient plus loin, qui faisaient la réduction des déchets à la source, en faisant, par exemple, de l'éco-conception, en révisant certains procédés. Donc, en fait, il nous fallait des entreprises avec une démarche environnementale qui soit un petit peu structurée, qui soit un petit peu systémique. Et donc, en fait, ce qu'on a décidé, c'est d'interroger des entreprises qui avaient une démarche environnementale, donc avec, par exemple, un expert qualité, santé et environnement. Donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir facilement identifier des entreprises qui avaient une démarche environnementale construite. Et donc, pour vous donner le résultat, une idée du résultat, donc on avait un fichier de 2000 entreprises avec l'indication du référent QSE, et sur ces 2000 entreprises, on a eu un taux de réponse de 20%. On a 400 entreprises qui ont répondu à notre enquête en ligne. Donc 20%, c'est un taux de réponse qui est relativement important dans le domaine du B2B. Donc ça, c'était le premier point positif, voilà, sur la difficulté à identifier la cible. Ensuite, sur la deuxième interrogation qu'on peut avoir, alors oui, Samuel, tu peux remonter encore, voilà, sur la méthode à employer. Faut-il faire du quali, faut-il faire du quanti, faut-il faire les deux? Alors souvent, ce qu'on dit, finalement, le qualitatif, c'est plutôt une démarche qui est exploratoire, on cherche à comprendre, à identifier des comportements, des stratégies. On ne sait pas trop et on veut avoir une vision d'ensemble. Le quantitatif, on mesure. On va pouvoir évaluer, mesurer, identifier des actions précises et pouvoir faire des calculs statistiques. Donc, en fait, moi, par exemple, toujours dans cette étude pour l'ADEME, on a travaillé en 2 temps, puisqu'en fait, les politiques de prévention des déchets des entreprises, on avait du mal à les comprendre et à les identifier. Alors, bien sûr, vous pourriez me dire, oui, les politiques dans le domaine des déchets, on sait qu'il y a du réemploi, du don, de la réutilisation, du recyclage, etc. Mais nous, on voulait savoir, mais qu'est-ce que vous faites avec vos clients, qu'est-ce que vous faites avec vos fournisseurs? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré par une étude qualitative qui nous a permis d'identifier certains comportements, et après, on a fait une étude quantitative. Donc, quand on a, par exemple, interrogé des entreprises, en fait, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des actions qui étaient menées avec les clients pour récupérer les emballages, pour réduire les emballages, pour modifier le conditionnement, pour faire de la consigne. Avec les fournisseurs, il y avait des politiques de récupération des emballages, des navettes qui étaient mises en place, on achetait en vrac des matières premières, on choisissait des emballages monomatériaux, etc. Et toutes ces informations, on les a eues avec la démarche qualitative. Donc ensuite, quand on a fait notre étude quantitative, effectivement, on a pu mesurer sur nos 404 entreprises quel type d'action ils pouvaient mener pour réduire leurs déchets, et notamment les actions menées avec les clients et avec les fournisseurs. Alors, on peut passer à la slide suivante, si tu veux bien, Samuel, voilà. Alors, la deuxième thématique que je propose de partager avec vous, c'est sur la question de la prise de décision. Donc, dans le cadre de cette étude, toujours sur les politiques de prévention des déchets des PME en France, la question qu'on se posait, c'était, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une personne va, oui ou non,
aller plus loin, elle va aller au-delà des politiques de gestion des déchets. Qu'est-ce qui va faire? Qui va la conduire et l'encourager à avoir des actions qui vont jusqu'à la prévention des déchets, c'est-à-dire aller au-delà de la réglementation. Donc, en fait, on a travaillé sur différents types de variables. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle les variables d'attitude, les variables liées aux normes subjectives et les variables mesurant le contrôle perçu. Alors, sur les variables, sur la première, les variables d'attitude, pour vous donner un exemple, on avait demandé aux personnes sur une échelle de 1 à 5, donc pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Par exemple, on leur avait demandé, est-ce que la politique de prévention des déchets devrait être considérée comme un élément important de la politique générale de l'entreprise? On leur avait demandé, est-ce que la politique des déchets est un élément important de la stratégie de gestion de l'environnement? Est-ce que la politique de prévention des déchets est l'objectif de gestion de déchets le plus souhaitable? Et ça nous permettait de voir si la personne qu'on interrogeait avait finalement une attitude favorable ou défavorable, ou du moins c'était dans une entreprise qui pouvait encourager les politiques de prévention des déchets. Et par exemple, on avait aussi demandé quelle était la capacité de la personne à prendre des décisions, et on leur avait demandé aussi est-ce que leur poste leur permet de décider de la mise en place d'actions en faveur de la prévention des déchets. Ensuite, on va passer à l'autre thématique, la variable liée aux normes subjectives. Voilà, merci beaucoup Samuel. Donc, sur les normes subjectives, en fait, là, on va un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, on s'interroge sur l'idée de la pression sociale. C'est-à-dire, c'est savoir, mais une personne, elle peut avoir envie d'entamer des politiques de prévention des déchets, mais finalement, est-ce qu'elle est toute seule ou finalement, est-ce qu'elle se trouve dans un environnement qui va l'encourager? Et c'est très important parce que finalement, si on veut que les politiques ou que des actions soient mises en place dans l'environnement, il faut que la personne elle ait envie, mais qu'elle soit dans une entreprise, une région, un territoire qui l'encourage. Donc, par exemple, on avait posé des questions du type « La prévention des déchets est une préoccupation importante pour nos salariés ». La prévention des déchets est une préoccupation importante pour la municipalité où se trouve l'entreprise, ou la prévention des déchets est une préoccupation importante pour les clients d'entreprise. Voilà. Donc, en fait, c'est sur la slide suivante, Samuel, que les textes… Voilà, si tu peux passer, changer la page, voilà. Donc, en fait, quand on a posé ce type de questions, alors pour votre information, la prévention des déchets est une préoccupation importante pour nos salariés. On avait 40% des personnes qui étaient plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Le deuxième, c'est important pour les municipalités, on avait à peu près 40%. C'est important pour les clients de l'entreprise, c'était à peu près 40%. Donc, généralement, le taux de tout à fait d'accord et plutôt d'accord était supérieur au taux de pas du tout d'accord ou plutôt pas d'accord. Ensuite, ça nous permet, on avait aussi une question sur l'environnement naturel a une valeur en soi et devrait être partagé à tout prix. Donc là, on avait un taux de réponse qui était un petit peu plus élevé, qui allait jusqu'à 45%. Et pareil, est-ce que l'entreprise devrait valoriser les postes sur la prévention des déchets? Donc, ça nous permettait de nous rendre compte si oui ou non l'entreprise était, ou le décideur, le manager, la personne à qui on s'adresse, qui était le plus souvent le référent QSE, est-ce que lui pouvait porter des démarches environnementales? Ensuite, on avait aussi essayé de mesurer la liberté de la personne et on voulait aussi savoir, par exemple, si la personne avait une plus ou moins grande liberté. Et pour terminer sur cette question, on leur demandait est-ce que vous aimeriez fortement augmenter le nombre d'activités permettant de réduire le nombre de déchets produits par les entreprises? Et là, on a fait un taux d'accord de 52%. Et finalement, on voyait que les personnes avaient une volonté d'aller plus loin dans les politiques d'action des déchets. Et ce qui nous intéressait, c'était d'identifier les individus qui étaient dans une entreprise où il y avait une pression sociale favorable à l'innovation environnementale, une relative liberté de la personne et une personne qui avait une attitude favorable. Voilà, ça permettait d'identifier des situations globalement positives. Si on continue sur le dernier exemple que je voulais partager avec vous, donc slide suivant, Samuel. Voilà, donc en fait, il s'agit ici, pour terminer, de mesurer l'impact que peut avoir une stratégie environnementale pour une entreprise. Donc là, en fait, je vous fais part des résultats d'une étude que j'ai réalisée donc avec Samuel pour le pôle éco-conception. C'est une étude sur la profitabilité des entreprises européennes et canadiennes qui mettent sur le marché des produits éco-conçus depuis au moins un ou 2 ans. Et la question qu'on se posait, c'était qu'est-ce qui peut expliquer que certaines entreprises, non seulement réalisent des profits, voilà, généralement, plus de 3/4 des entreprises déclarent réaliser des profits lorsqu'elles font de l'éco-conception,
Mais en plus, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau des profits peuvent varier. Et donc, on voulait identifier les déterminants de la profitabilité de l'entreprise. Qu'est-ce qui explique que parfois, la profitabilité soit un peu plus élevée par rapport aux entreprises qui font de l'éco-conception et qui sont similaires. Et donc, en fait, on avait identifié plusieurs déterminants. Est-ce que, par exemple, les entreprises qui font une stratégie d'éco-conception parce qu'elles sont poussées par les réglementations, parce qu'elles sont poussées par les subventions, parce qu'elles sont poussées par leurs clients, parce qu'elles font des stratégies volontaires, ou des entreprises qui appliquent des méthodes de développement produit, donc qui utilisent les outils de l'éco-conception, est-ce que ces entreprises vont avoir des résultats en termes de profit plus élevés que les autres entreprises, toutes choses égales par ailleurs? Donc, Samuel, si tu passes la slide suivante, on a la réponse à ma question. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, au global, si on regarde les résultats Europe et Canada, il faut savoir qu'on avait interrogé à peu près 120 entreprises. Qu'est-ce qu'on observe? Les entreprises qui mettent en place de l'éco-conception, parce qu'elles sont poussées par la réglementation, parce qu'elles sont poussées par leurs clients, et quand elles mettent en place des méthodes de développement produit, donc avec des outils, des méthodes spécifiques, dans ces cas-là, on voit un effet positif sur la profitabilité, c'est-à-dire que leur niveau de profit est supérieur aux autres entreprises. Et puis, vous remarquerez que les stratégies poussées par les subventions, ça ne marche pas trop. Parce que là, ce qu'on peut dire, c'est que quand une entreprise met en place l'éco-conception, parce qu'elle est encouragée par la probabilité de subvention, ça veut dire que finalement, l'éco-conception n'est pas un choix, c'est peut-être une opportunité économique et finalement, elle n'a peut-être pas tout à fait la bonne stratégie. Puis, vous voyez que les entreprises qui font de l'éco-conception parce qu'elles sont volontaires, sont dans une démarche RSE, et ce n'est pas forcément celles-là qui bénéficient le plus financièrement des effets de l'éco-conception. Voilà, c'était donc ma phrase de conclusion sur les études dans le domaine des stratégies environnementales. Je vous remercie. Si je peux juste témoigner sur cette dernière, au-delà de la méthode, et je te remercie d'avoir fait un peu ce retour-là d'un point de vue technique. Toutes les études aujourd'hui qui discutent des bénéfices de l'éco-conception se basent sur cette première étude qui avait montré que les entreprises augmentaient leur performance globale à 96% et augmentaient leur marge brute à 45%. Donc, c'est des études qui ont été très, très importantes pour nous pour déployer l'éco-conception. Et donc, j'en profite pour remercier Marie-France sur ce soutien qu'elle nous a apporté à l'époque sur ce projet-là. L'autre chose, j'ai une question, Marie-France, c'était sur l'étude sur les retours économiques, elle est disponible sur le site du pôle éco-conception, je vous enverrai le lien. Mais la première étude, on m'a demandé, est-ce qu'elle était publique, celle sur l'enquête sur les déchets? Elle n'est pas déchets? publique, mais je peux peut-être avoir une petite synthèse. Après, je peux l'envoyer à personne par personne. Elle n'est pas publique, ouais. C'est une étude dans une revue. Mais si on me sollicite, je répondrai. Le plus simple, ceux qui souhaiteraient avoir l'étude, n'hésitez pas à me le marquer dans les questions, comme ça j'aurai l'historique et avec votre adresse mail, je pourrais envoyer ça à Marie-France pour qu'elle puisse vous transmettre les différents éléments qui sont liés à ça. Non, j'ai un résumé qui est accessible à tous. Il n'y a pas de souci. Ouais, super. Écoute, peut-être le plus simple, c'est d'avoir un résumé accessible à tous, et puis ceux qui veulent des éléments plus particuliers, ils te contactent derrière à ce moment-là, pour avoir plus de choses. J'ai une question sur les entreprises qui mettent de l'éco-conception dans leurs produits, j'imagine. Est-ce qu'elles sont nombreuses en France? Alors la question, je la pose à la fois à Marie-France et à Florence, si vous avez des éléments. C'est difficile à compter en fait, parce que les entreprises qui font de l'éco-conception ne le disent pas forcément. C'est des limites. C'est souvent une démarche quand on est interne et on ne dit pas forcément à ses clients ou à ses fournisseurs qu'on fait de l'éco-conception. J'avais vu une étude de l'ADEME qui était assez ancienne, je crois que c'était 20% ou 30% des entreprises qui étaient identifiées en 2010. Ça, c'est les chiffres dont je dispose. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'économie circulaire, sur nouveau design, remanufacturing, mais sur l'éco-conception en tant que telle, c'est plus difficile. Florence, peut-être un point là-dessus? Toi, par rapport à ta perception que tu en as en tant qu'acteur du marketing responsable? Moi, je pense qu'il y en a de plus en plus et surtout que ça touche vraiment tous les secteurs. C'est-à-dire que
Certaines entreprises sont en avance parce qu'elles ont mené depuis déjà pas mal d'années des programmes d'éco-conception. D'autres s'y mettent, mais globalement, on est vraiment, que ce soit des produits ou des services, hein, parce qu'on a parlé peu des services, mais l'éco-conception des services existe aussi. Mais j'ai pas de chiffres pour les raisons que Marie-France a citées. Mais effectivement, bah, tu vois aussi, Samuel, les demandes arriver au pôle éco-conception, donc tu es aussi le Écoutez, premier à mesurer. moi, je peux témoigner. Hier, j'intervenais à un événement sur la région Grand Est qui s'appelle l'Eco Event. Et donc, ça m'a permis de revoir deux adhérents bureaux d'études et qui ont dû bloquer leur croissance parce que dans les 3 dernières années, on voit une augmentation extrêmement forte des demandes sur l'éco-conception et auquel on peut pas répondre. Et puis l'autre point, c'est un point RH sur lequel on peut le mesurer, c'est que en formation initiale, il n'y a que peu d'écoles qui forment. On va dire qu'on a 150 peut-être personnes formées par an sur l'éco-conception, avec un double compétence, mécanique, éco-conception, matériaux, éco-conception et tout autre. C'est peu, mais il y a quelques années, ils ne trouvaient pas de job et aujourd'hui, on manque en fait de matière grise dessus et c'est un petit peu la guerre pour arriver à avoir des collaborateurs. Et puis un autre point, on se voit que les jeunes, alors je fais un point par rapport à l'étude, si je peux consolider l'étude qui avait été faite par Marie-France, les jeunes choisissent aussi les entreprises par rapport à leur engagement environnemental. Et je vais citer, je ne vais pas citer d'entreprise, mais il y a des grandes entreprises pour lesquelles il y a des grèves en ce moment où c'est compliqué de faire bosser des collaborateurs dessus ou pour eux-mêmes de recruter. Voilà. Donc, pour celles qui ne se seraient pas engagées ou voilà, ça devient compliqué parce que ça devient aussi un enjeu RH et puis un enjeu minimum parce que on a toutes les études de marché qui ont été présentées par Florence là, et toutes les réglementations qui arrivent en même temps, les problématiques de coûts et de matière qu'on vit aujourd'hui sur l'énergie et autres qui sont liées aussi à une meilleure usage qui font que beaucoup d'entreprises y vont. Alors après, bah, j'ai la même problématique que Marie-France pour vous donner un pourcentage. Hein. Alors, j'ai une question, je vais la lire parce qu'elle est un peu longue. C'est Agnès, à moins que Agnès, vous souhaitiez prendre la parole. Levez la main si vous voulez prendre la parole et je vous la donnerai. Sinon, je vais la lire. Hein. Donc, les motivations poussant les entreprises à s'engager dans une politique RSE de réduction des déchets ne sont-elles pas entremêlées? Donc, entre RSE et réduction des déchets, les 5 types de leviers de la diapo sont-elles si faciles à différencier? Donc, c'est plutôt pour Marie-France, je pense. Oui, alors je pense que c'est la diapo. C'est la diapo juste précédente, là. Oui, effectivement, de toute façon, donc la première question sur RSE et réduction des déchets, en fait, nous, on l'a vu de façon indépendante. Mon idée, c'était de dire, on recherche des entreprises qui font des politiques de réduction des déchets. Il y a différentes raisons, dont la RSE, que moi j'appelle une stratégie volontaire. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les réglementations, par exemple, ou aussi des enjeux des fois de rentabilité économique qui pouvaient passer, qui pouvaient être un déterminant majeur. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Parce que je ne vois pas les questions, alors je ne sais pas. Ou Samuel, tu peux relire. Je t'entends pas là. Faut que tu mettes ton micro. Oui, malheureusement, je l'ai enlevé pour voir qu'elle avait été traitée, donc j'ai plus accès. Mais je pense que la question, c'était de savoir comment on arrive à entremêler, enfin, à séparer, parce que finalement, l'environnement, la RSE et tous les autres principes, c'est des choses qui sont plus ou moins les uns contenant Oui, les alors en autres fait, et inversement. oui, alors en fait, pour tout dire, on avait en fait à peu près 15 questions qui étaient posées aux entreprises, qui étaient posées et en fait qui étaient présentées de façon en ordre aléatoire. Certaines étaient en ordre positif, d'autres étaient en ordre négatif, et c'est nous après qui avons traité les informations et qui avons fait une classification en fait.
Voilà. Et on a pu faire des grandes catégories pour pouvoir identifier les déterminants qui permettaient d'expliquer le choix ou non en faveur d'une politique de prévention des déchets. Et parfois, on a même fait la somme des variables, c'est-à-dire que pour la catégorie attitude, on comptait le nombre de fois où l'entreprise répondait avec des attitudes plutôt favorables, et c'était le nombre d'attitudes favorables que l'on regardait et non pas la réponse en elle-même. Voilà, donc ça c'est une partie statistique pour mesurer en fait le nombre de fois où l'attitude était favorable, le nombre de fois qu'il y a la pression sociale. Mais effectivement, la question de la RSE, mais définir ce qu'est la RSE, c'est aussi un vaste sujet. Donc, on a essayé d'être un peu plus précise et on a travaillé à partir d'une théorie du comportement planifié. Voilà, peut-être que vous connaissez. Mais à votre disposition pour en parler davantage, bien sûr. Effectivement. Donc, je pense qu'on a traité la problématique de comment différencier les 5 variables clés, sauf à ce que ce ne soit pas suffisamment clair, et je vous invite à revenir dessus. Peut-être juste un point avant de traiter d'autres questions, donc préparez-les, où je vous donnerai la parole parce qu'on arrive en fin de webinaire. Peut-être Florence, tu peux nous dire, pour revenir sur la méthode Green to Market, la fusion de tout ça, où l'étude n'est qu'une partie, les différents outils qui sont à disposition aujourd'hui et qui sont proposés. Alors, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, donc le guide Green to Market est sorti en début d'année. Donc, en fait, il présente toute la méthode de façon détaillée et il est illustré par pas mal d'exemples qu'on a connus ou qu'on connaît avec Samuel. Donc, l'idée, c'est vraiment quelque chose de très concret, pragmatique, qui puisse être utilisé dans l'entreprise. On l'a voulu vraiment très opérationnel. Et illustré du coup, puisque ces exemples, c'est aussi une façon de montrer que les choses sont possibles et des fois des choses assez simples à mettre en place. Voilà, donc tout à l'heure, je vous ai présenté la méthode. Certains, en fonction un peu des activités et du type d'entreprise, c'est certains morceaux de la méthode qu'il faut mettre en place ou d'autres. Voilà, donc tout ça, c'est très adaptable. Donc le guide existe, vous pouvez le commander si vous le souhaitez. Donc le lien est là sur la diapo. On accompagne du coup aussi avec Samuel des projets d'entreprise, donc cette fois-ci vraiment sur quelque chose de déployer sur mesure pour vraiment prendre en considération la situation de l'entreprise, comprendre sa problématique et l'accompagner dans la conception d'une offre moins impactante. Et puis, on propose aussi des formations, soit en intra, donc de la même façon sur mesure en fonction de la problématique de l'entreprise. Les formations, elles permettent bien sûr de découvrir la méthode Green to Market, mais aussi de sensibiliser les équipes projets puisque l'idée, c'est un peu ce que disait Marie-France tout à l'heure, eh bien, il faut une équipe qui partage l'ambition, le sens du projet et les formations, ça sert aussi à donner un maximum d'informations pour que les gens se sentent investis et comprennent le pourquoi de la démarche. Et peut-être on peut passer à la slide suivante. Donc, les prochaines formations qu'on fera en distanciel, celles-ci, auront lieu du coup au mois de novembre, si ça vous intéresse d'y participer. C'est un parcours avec 5 modules. Vous pouvez en choisir 5 ou 3 si vous voulez vraiment vous spécifier sur la partie Green to Market. Le premier module, c'est un module d'introduction à l'éco-conception qu'on recommande bien sûr de faire pour les personnes qui découvrent un petit peu cette partie-là. Vous avez ensuite les 3 modules Green to Market qui viennent vraiment présenter la méthode, toujours avec beaucoup d'exemples pour illustrer tout ça. Et un dernier point sur la communication environnementale, donc qui est fondamentale quand même aussi dans l'histoire, puisque là, on travaille vraiment sur tous les aspects de conseils qu'on peut vous donner pour expliquer comment on met en place une bonne communication environnementale et comment on évite du coup le greenwashing. Voilà, comment tout ça s'équilibre. Donc, des modules assez courts, 2 à 3 heures en fonction des modules, sur un mois, et globalement, ça permet d'avoir vraiment une vision complète. Voilà pour les infos techniques. Je ne sais pas s'il vous reste quelques questions. Alors, écoute, je n'ai pas de nouvelles questions, mais on reste à votre disposition. Alors, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre la question dans le chat et nous les prendrons.
En tout cas, sachez que ces webinaires Green to Market, voilà, c'est l'épisode 2. On vous enverra la prochaine, on n'a pas encore calé la date, mais peut-être en fin d'année ou au début d'année prochaine. On essaiera de voir peut-être pour des retours d'expérience. Enfin, on va s'organiser. Voilà, si vous avez des demandes, des choses particulières, c'est le moment, vous nous mettez dedans, puis on essaiera de le spécifier. L'idée, c'est d'avoir des points un peu réguliers tous les 2 mois autour du marketing responsable, de pouvoir faire intervenir des experts comme Marie-France. Merci beaucoup, Marie-France, d'ailleurs, de ton temps et d'avoir pu te rendre présent avec nous, parce que je sais que c'est très chargé. Tu as un livre qui se termine. Tu peux peut-être nous dire un mot sur ce livre-là qui va sortir là, incessamment sous peu? Oui, enfin, oui. Il y a un livre que je viens de terminer qui va sortir aux éditions IST dans quelques mois et qui est une réflexion sur l'éco-conception comme une solution possible pour la transition écologique. Voilà, donc c'est une réflexion un peu macroéconomique. Voilà, voir si modestement, si l'éco-conception est une voie possible, en sachant que c'est la question de l'économie circulaire. Et donc, je différencie les 2 approches. Peut-être qu'elles peuvent même se compléter pour permettre d'apporter des éléments de réponse à la crise climatique. Merci, Dès que tu as Samuel. l'info, tu nous le dis, on transférera le lien. Voilà, c'est quelle édition tu m'as dit? ISTE, ISTE, c'est une édition D'accord. académique, mais qui est très accessible. Donc voilà. Bon. Ok, super. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de remerciements. On attend les liens. Donc, on vous renverra les liens vers les différents livres, soit Green to Market, le prochain livre, et vers les études. Donc, l'étude sur l'économie qui, pour le coup, est disponible chez nous. Et je vous enverrai avec le PowerPoint et le replay la synthèse de l'étude déchets dans les entreprises. Et je vous mettrai bien les coordonnées de Marie-France pour ceux qui souhaiteraient lui poser des questions ou avoir des éléments complémentaires que vous puissiez échanger. Et vous pouvez tout à fait aussi me contacter si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'échanger plus longuement sur différents aspects dont on a parlé aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vois qu'il y a pas mal de remerciements. Comme je vous dis, suite à tout ça, si vous avez des points particuliers, des choses que vous voudrez approfondir, faites-nous les remonter, puis ça nous permettra d'organiser au mieux nos webinaires en fonction de vos besoins sur le marketing responsable. On reste à votre entière disposition et je vous dis donc à bientôt. Et je remercie encore Florence et Marie-France qui ont organisé l'événement parce que j'étais peu disponible, il faut le dire. Donc, je leur rends ce point-là. Rendez-vous Merci. pour l'épisode Non, 3. non, À bientôt. Merci Au revoir. Au Marie-France. revoir à tous.